Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler de la main piège au poker As-Roi, situation super intéressante où je vais essayer de vous expliquer de façon simple, rationnelle, comment on peut avoir une réflexion qui va pouvoir nous permettre de jouer cette main-là le mieux possible, surtout quand on ne touche pas. Alors, on est en 5-10, donc c'est des grosses limites qu'on retrouve sur des sites français, enfin les plus grosses même. Je décide de relancer As-Roi à pique au bouton, donc magnifique, très belle main, et on se fait surrelancer par un adversaire qui s'appelle Choudada, qui est un joueur régulier, qui est plutôt plus agressif que la moyenne. Alors déjà, on part du principe que le taux de 3 bêtes, donc de surrelance de nos adversaires, va être à peu près de 15%. Lui, il est plutôt aggro, donc on peut même lui mettre un petit 20% à Choudada. C'est, comment dire, un adversaire qui aime bien être plus agressif que la moyenne. Je décide de surrelancer ma main, donc de 4 bêtes, 230 euros. Et mon adversaire décide de payer. Alors là déjà, on peut lui mettre un petit peu sur un éventail de mains. On peut se demander ce qui 3 bêtes dans cette position-là. Allez, on va prendre par exemple I3 bêtes 20% des mains. C'est un petit peu ce qu'on peut définir. Et sur ces 20%-là, quand j'ai le 4 bêtes, il y a forcément des mains avec lesquelles il va faire tapis. On peut estimer par exemple des mains très fortes, donc on les enlève. De temps en temps, il y a des mains qui va folder parce qu'elles sont trop faibles. On peut par exemple imaginer paire de 4, As 4 8 As 9 off, Roi 10, Dame 10, toutes ces mains-là qui sont pas très fortes. Et il va plutôt continuer à payer encore avec des mains un petit peu sexy qui sont suitées. Voilà à peu près la range globale que je lui mets, de loin, hein, pour grossir un petit peu le trait, dans cette situation-là. Donc déjà, ça nous donne une idée de l'éventail de mains qu'il a le droit d'avoir. Et c'est ce travail-là que vous devez faire pour justement prendre la meilleure décision possible. Le flop n'est pas tombé, que l'on peut déjà définir un peu une stratégie. Ok, le flop tombe, 7, 10, 2, ah là là, on ne touche pas, le pot est déjà gros, 470 euros, notre adversaire check et on se demande ce que l'on peut faire. Alors, on voit globalement sur l'éventail de mains qu'il y a plein de combinaisons combat. Admettons si notre adversaire a As-Dame, As-Valet, As-9, As-8, As-6, As-5, Roi 7, Roi 8, Roi 9, même Roi-Valet, Roi-Dame, Dame-Valet. Donc on en cite plein de mains que l'on bat. Donc toutes ces mains-là, on est devant. Alors oui, il a le droit d'avoir une petite paire qui nous bat. Il a le droit d'avoir de temps en temps As-10. Il a le droit d'avoir pourquoi pas Brelan de 10. Ou même 2 valets qu'il a joué comme ça. Mais si on fait un petit peu la balance de ce que l'on bat et de ce qui nous bat, on estime ici que l'on est plutôt devant lui. Par contre, ce qui m'embête un peu, c'est que si je mise ici et que mon adversaire fait tapis, bah, globalement, il faut quasiment être prêt à payer. Ma main est pas si forte. Si j'avais eu par exemple As-Roi avec l'As de cœur, ou un petit backdoor à cœur, là j'aurais pu envisager de bet call s'il fait tapis. Donc de miser par exemple 140 euros, tapis, payé. Là j'estime que ma main est un peu trop faible. Donc je décide de la check back et d'aller jouer une turn tranquillement. Là mon adversaire décide de miser 155 euros. Ok. On a un call qui est plutôt évident pour la simple et bonne raison qu'on est en position et que quand on fait un petit peu ce travail d'éventail de main, on voit qu'il y a encore une multitude de combos que l'on bat. Je colle, river 3, et là, c'est le drame, il fait tapis. Donc tapis, et on va essayer de se demander avec quoi il peut faire tapis, et est-ce que on peut envisager de payer. Bon, bah déjà, on se dit que s'il a des mains fortes, par exemple comme As-Roi, As-Dame, il peut potentiellement gagner hauteur As, donc il n'a pas forcément envie de bluffer cette main-là. Est-ce que notre adversaire est assez malin pour dépolariser, pour faire tapis avec, par exemple, paire de 8, paire de 9? J'estime que pas trop. Ces mains-là, il va peut-être miser petit, il va essayer de les value, donc de valoriser, mais pas à tapis. Parce que souvent, il va me faire jeter, et quand je vais payer, j'aurai un petit peu mieux que 2, 8 ou 2, 9. Donc j'estime que c'est un peu limite de valoriser ces mains-là. Pareil, une main comme 8 et 7 8 il a un petit 7, ça suffit, pas besoin de faire tapis avec. Donc, on voit, allez, on peut supprimer As-6 aussi, on peut supprimer pourquoi pas As-7. Il peut faire tapis avec As-10, qui est une main forte, ça je suis d'accord, il est en value. Et c'est un petit peu tout. Donc on voit que quand on compte un petit peu les combos, on perd contre quoi? Brelan de 6, Brelan de 7, bon, Brelan de 10, il a le droit de l'avoir. Des fois des As-10, quelques mains un petit peu mieux qu'on a sous-estimé, par exemple des 6 et 7 8 et des mains comme 8 et 9 qui font quinte. Mais on voit que sur les peu de mains qui nous battent, on en a quand même une multitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on peut compter 7, 8 mains, 10, 11, 12, on en compte facilement 15 combos que l'on bat pour 5-6 combos que l'on ne bat pas. Donc ça, c'est un petit peu la théorie déjà. C'est un peu ce que l'on peut remarquer en termes de théorie pure et dure. Ensuite, il faut prendre d'autres variables en compte pour prendre une bonne décision, pour hero call ou pas. Les autres variables qu'on peut prendre en compte, ça peut être, est-ce que déjà cet adversaire-là est agressif? Est-ce qu'il sait bluffer?
Parce que si on fait ce travail, on va dire théorique, mais qu'on fait face à quelqu'un qui ne bluffe jamais, ben on fold en fait. Ensuite, est-ce que cet adversaire-là, il est peut-être énervé? Il a peut-être perdu un ou deux coups. Ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. On va dire un peu la métagame, le jeu dans le jeu, son état émotionnel. Ensuite, la troisième chose qu'on peut prendre en compte, c'est est-ce que c'est une situation que cet adversaire-là aime particulièrement bluffer? Et pour le coup, je trouve que oui. Ce joueur-là, 3 bêtes un petit peu trop, colle les 4 bêtes un petit peu trop, donc forcément, il se retrouve avec plein de mains moyennes dans ces situations-là. Et ces mains moyennes-là, ben, il est obligé d'en faire des choses. Et souvent, il est obligé de les bluffer. Donc, il a quand même une balance, un ratio bluff qui est un petit peu au-dessus de la moyenne. Du coup, je décide de prendre mon courage à deux mains et de payer pour ces raisons-là. Et notre adversaire nous montre Roi 8. Alors, on voit que Roi 8, ici, quand il monte la main, on se dit, ah ben cool. Donc, on prend ce gros coup à plus de 2000 euros. Et on se dit, on a pris la bonne décision. Pourquoi? Parce que juste pré-flop ici, comme notre adversaire nous 3 bêtes, Roi 8, c'est même pas un 3 bêtes. Donc on estime que sa range de 3 bêtes, son panel de main, est plus large que la normale. Donc ça rend notre call encore meilleur. Et c'est un petit peu comme ça que l'on va pouvoir réfléchir et avoir une décision qui va être rationnelle. Donc c'est un coup assez complexe. J'espère qu'il vous a plu, pardon. Si jamais tu commences le poker, tu veux progresser, j'ai réalisé une masterclass qui est complètement gratuite sur mon site qui s'appelle Faire tes premières armes au poker. Le lien est directement dans la description de cette vidéo. Je te dis à très vite. Abonne-toi à la chaîne. Ciao.